Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui commence vraiment à s'installer dans nos administrations locales ici en Belgique, l'intelligence artificielle. Oui, un gros sujet. Oui. Et la question, c'est pas juste d'installer un nouveau logiciel, hein, c'est beaucoup plus profond. C'est comment on gère cette transformation. Exactement. Alors, pour nous aider, on a mis la main sur un guide très intéressant, un guide pratique de Vincent Pitard. Il est fait exprès pour les communes, les pouvoirs locaux belges. Mhm. Et la question qu'il pose, c'est comment on fait pour avancer sans tout bousculer d'un coup, mais sans non plus rester immobile, quoi. C'est tout l'enjeu, effectivement. Parce que ces outils d'IA, bon, ils sont super puissants, ils sont même fascinants, mais voilà, comment on les intègre intelligemment? Oui, Faut penser éthique, sécurité, respect de la vie privée, tout ça en améliorant le service aux citoyens et en aidant vraiment le personnel communal. donc pas juste un gadget. Ah non, loin de là. Et ce guide, justement, il propose une démarche, une structure, une sorte de mode d'emploi, si on veut. Alors, on va explorer ça ensemble. La méthode qu'il suggère, et puis les règles pratiques pour les agents au jour le jour. Ok, super. L'idée, c'est donc de décrypter un peu comment une commune peut s'y prendre, quoi. C'est ça. Comment naviguer cette vague IA? Alors, commençons par la méthode, la stratégie globale. Le guide de Vincent Pitard, il insiste beaucoup sur un point, la gouvernance. Ah oui, essentiel. Il dit bien que c'est pas un projet qu'on lance dans son coin. Il faut que tout le comité de direction, le CODIR, soit à bord. Absolument. Bien écrit, tel risque de rester... Mais lettre morte, oui. C'est fondamental pour donner la légitimité au projet, et puis les moyens aussi, soyons clairs. C'est logique. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit trancher. Qu'est-ce qu'on interdit? Les fameuses zones rouges. Qu'est-ce qu'on encourage? Les zones vertes. Et puis, quels garde-fous on met en place? Par exemple, Exiger une validation par un humain pour certaines décisions, ou bien tracer ce que fait l'IA, surtout si c'est sensible. Le guide le dit bien, une charte IA, ce n'est pas l'affaire d'un service isolé, mais un choix collectif assumé. choix collectif assumé, c'est fort. Ça montre que c'est stratégique, pas juste technique. Voilà, c'est une décision qui engage toute l'administration. D'accord. Et concrètement, pour avancer, il propose quoi? J'ai vu qu'il parlait de rythmes différents selon la taille de la commune. Oui, c'est assez pragmatique. Pour les plus petites structures, disons moins de 100 ETP, moins de 100 équivalents temps plein, il suggère une approche par étapes, séquentielle. Ça prendrait 4 ou 5 mois. Diagnostic, atelier, rédaction, validation, formation, Ok, étape par étape. voilà. Tandis que pour les plus grosses administrations, au-delà de 500 ETP, ce serait plutôt une approche en parallèle. Plusieurs groupes de travail en même temps, coordonnés par un comité de pilotage. Ah oui, plus rapide, mais plus complexe à gérer peut-être. Oui, ça demande une bonne coordination. Et il mentionne des outils classiques, comme la matrice RACI, pour savoir qui fait quoi, ou l'arbre de décision. Des trucs de gestion de projet, mais appliqués à l'IA. Donc c'est très orienté terrain pour pas se perdre en route. C'est ça, l'idée c'est d'aller vite, mais sans précipitation, structurer la démarche. Mais le point qui revient vraiment souvent, c'est la co-construction. La co-construction, c'est-à-dire? Impliquer les agents sur le terrain, ceux qui vont utiliser les outils au quotidien, et aussi les syndicats. Et ça, dès le début du processus. Ah oui, pourquoi c'est si important? Pour que ça passe mieux? Pour l'acceptation? Oui, en partie, mais pas seulement. D'abord, ce sont les agents eux-mêmes qui savent le mieux où l'IA pourrait vraiment les aider, leur faire gagner du temps, sur quelles tâches pénibles ou répétitives. Logique. Ensuite, et c'est crucial, ça permet de répondre aux craintes. Parce qu'il y en a des craintes. Peur d'être remplacé, peur d'être surveillé, c'est normal. Bien sûr. Donc, en les impliquant, on peut discuter, rassurer, intégrer des garanties sociales claires dans la charte. Le message clé selon le guide, c'est vraiment ça. L'IA ne va pas vous remplacer, mais elle va changer votre manière de travailler. C'est un accompagnement au changement, en fait. Tout à fait. Et j'imagine que ça ne concerne pas que le service informatique, cette affaire. Ça doit toucher tout le monde. Ah mais complètement. Le guide insiste là-dessus. C'est une vision à 360 degrés qu'il faut avoir. Le service juridique, le DPO, le délégué à la protection des données, ils sont en première ligne. Pour vérifier les légalités, le RGPD, ce genre de choses. Exactement. RGPD, le futur AI Act européen, voir s'il faut faire des analyses d'impact. C'est leur rôle. Et puis bien sûr, l'IT, la sécurité. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, eux? Valider les outils, s'assurer qu'on n'utilise pas des boîtes noires incontrôlables, mettre en place du suivi, de la journalisation, surtout si on utilise des IA dites à haut risque. Le guide pense même à la directive NIS2 sur la cybersécurité pour certaines entités. D'accord. Juridique, IT, qui d'autre est concerné? Les RH, très important. Les ressources humaines.
C'est à elle de prévoir le plan de formation, progressif, adapté, pour que personne ne soit largué. Et la formation, oui, c'est clé. Et puis la communication. Rôle double. En interne, expliquer la démarche, les règles, pourquoi on fait ça. Pas pour fliquer, hein, mais pour protéger et innover. Et vers l'extérieur, vers les citoyens. Transparence. Expliquer comment on utilise l'IA. Et surtout, anticiper les crises possibles. Le guide donne des exemples. Une image générée par IA qui fait un bad buzz sur Facebook. Une fuite de données via un chatbot. Oula, oui, faut y penser. Vaut mieux avoir préparé sa com de crise, oui. Donc, on voit bien, c'est vraiment transversal, ça demande une sacrée coordination, et le timing, il en parle à fort, hein. Faut pas que ça traîne des années. Non, il dit calendrier réaliste, mais exigeant. Faut garder une certaine pression. Parce que, et c'est une phrase forte du guide, le vrai risque, ce n'est pas l'expérimentation, c'est l'inaction. Pas faux, avec la vitesse à laquelle ça évolue. Exactement. D'ailleurs, il recommande de revoir la charte, les outils, au moins une fois par an. Ok, donc une stratégie bien pensée, bien ancrée, mais maintenant, pour l'agent communal au quotidien, ça donne quoi? Le guide propose un exemple de charte pour Herpemine, une commune fictive. 10 règles d'or. Oui, 10 règles assez simples, claires. La première, elle me semble vraiment la base de tout. L'IA est un assistant, pas un pilote automatique. C'est ça, le pilier. L'analogie qu'il utilise, c'est celle du stagiaire. Ah oui, oui. Oui, un stagiaire, ça peut être super utile, faire gagner beaucoup de temps. Mais il faut lui donner des instructions claires. Et surtout, il faut vérifier son travail. Toujours. Parce que l'IA peut se tromper, halluciner, comme on dit. Exactement. Inventer des trucs. Donc le guide dit, n'utilisez l'IA que si vous maîtrisez le sujet vous-même, pour pouvoir repérer les erreurs. La responsabilité finale, elle reste humaine. Toujours. Logique. Et ça mène direct à la règle 2. Le dernier mot revient à l'humain. Donc pas de décision automatisée pour les trucs importants. Surtout pas. Interdiction de laisser la machine décider toute seule pour des dossiers qui ont un impact sur les gens. Une décision RH, une aide sociale, une analyse juridique un peu pointue. Non négociable. Non négociable. La charte suggère même de toujours consulter sa hiérarchie ou le DPO avant d'utiliser l'IA pour ces cas-là. Puis la règle 3, c'est la transparence. Ça veut dire quoi concrètement? Si l'administration publie une image, une musique, une vidéo faite par une IA, il faut le dire, le mentionner clairement. Pour le texte, c'est un peu différent. Si le texte a été complètement relu, corrigé, validé par un humain, là, l'indication n'est pas obligatoire. D'accord. La règle 4 me paraît hyper importante. Pas de données personnelles ni confidentielles. C'est la base du respect de la vie privée, ça. Ah oui, c'est un rappel fondamental. Interdit de copier-coller des infos sensibles, nom, prénom, numéro de registre national, détails de santé, infos financières, le contenu d'un dossier disciplinaire, n'importe quoi, dans des outils grand public comme ChatGPT. Jamais. Sauf si, et c'est rare pour l'instant, l'outil a été spécifiquement approuvé et sécurisé par l'administration pour cet usage précis. Sinon, la règle, c'est stop. On anonymise tout avant d'envoyer ça à une IA externe. C'est clair. Ensuite, il y a une règle un peu moins évidente, la 5, l'impact environnemental. L'IA, ça pollue. Bah oui, ça consomme énormément d'électricité pour entraîner les modèles et pour les faire tourner. Et beaucoup d'eau aussi, pour refroidir les serveurs dans les data centers. Ah ouais, on n'y pense pas forcément. Donc la charte dit, utilisation raisonnée. Avant de lancer une grosse requête IA, se demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que je peux pas faire autrement? C'est une incitation à la sobriété numérique, quoi. Intéressant. La règle 6, elle est plus classique. Pro et perso. Chacun son espace. Oui, logique. Utiliser les comptes pro fournis par l'administration pour le boulot, pas son compte perso. Question de sécurité, de clarté. Et pour la sécurité, justement, la règle 7. Outils validés uniquement. Fini le Far West des outils IA. C'est l'idée, oui. L'administration doit donner une liste claire des outils autorisés, sûrs, légaux. Pas question d'aller piocher n'importe quoi sur le net. Et si un agent a une super idée d'outiller, Il doit passer par la procédure interne. Faire valider par un référent IA, par l'IT. D'ailleurs, le guide donne une liste d'exemples en annexe des outils qui pourraient être validés. ah oui, comme quoi? Il y a les grands classiques, GPT, Mistral, Copilot, Perplexity pour chercher de l'info. Mais aussi des plus spécifiques, Notebook LM pour analyser des documents non sensibles, attention, DeepL pour traduire mais pas pour des documents officiels, Canva ou Ideogram pour faire des visuels, Gamma pour les présentations, Mapify pour les cartes mentales. Ça donne une idée? C'est pratique d'avoir des exemples concrets. Règle 8, préservez vos savoir-faire. Ça veut dire quoi?
Ne pas devenir idiot à cause de l'IA? Un peu ça, oui. L'IA, c'est super pour les tâches répétitives sans grande valeur ajoutée humaine. Mais attention, dit le guide, faut garder les missions intéressantes, celles qui demandent de réfléchir, d'analyser, d'être créatif, celles qui développent les compétences métiers. Faut pas que l'IA nous atrophie le cerveau, quoi. Exactement. L'utiliser comme un outil, pas comme une béquille permanente. Ce qui nous amène logiquement à la règle 9, la formation. Essentiel. L'administration doit former ses agents, comprendre ce que l'IA peut faire, ne peut pas faire, les risques, les bons réflexes. Indispensable. Et on arrive à la 10e et dernière règle. Adoption progressive, accompagnée. Mais il y a une variante un peu spéciale, non? Oui, la règle 10 de base, c'est l'adoption progressive. S'entraider entre collègues, être soutenu par la hiérarchie. Classique. Mais le guide propose une variante, un 10 bis si on veut. La liberté de travailler sans IA. Comment ça? Le droit de refuser? Oui, le droit pour un agent de dire non, cet outil IA-là, je ne veux pas l'utiliser, parce que ça heurte mes convictions, mes valeurs, et sans devoir se justifier. Ah ouais, c'est assez fort comme proposition. Ça ouvre un débat, ça. Carrément, un débat sur l'autonomie de l'individu face à la technologie au travail. C'est pas anodin. Effectivement. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration du guide de Vincent Pitard pour nos communes belges FM? Ça dessine quand même une voie assez claire, non? Oui, je trouve aussi. Il y a vraiment deux volets complémentaires. D'un côté, une vraie stratégie au niveau de l'organisation. Gouvernance partagée, CODIR et politique impliquée, co-construction avec le terrain et les syndicats, et une vision large qui intègre le juridique, la sécurité, les RH, la com. La totale. Voilà. Et de votre côté, des règles du jeu simples, pratiques, pour l'agent au quotidien. Une charte facile à comprendre. Le but, c'est à la fois d'encadrer pour protéger tout le monde, l'admin, les agents, les citoyens, mais aussi d'encadrer pour permettre l'innovation. Cadrer pour oser, en quelque sorte. L'idée derrière tout ça, c'est de construire la confiance, si je comprends bien. C'est vraiment le fil rouge, oui. La confiance des agents, d'abord, qui ne se sentent pas menacés, mais plutôt accompagnés, outillés. Et puis, la confiance des citoyens. Qu'ils sachent que leur commune utilise l'IA de façon responsable, éthique, transparente. Et que ce n'est pas juste une contrainte de plus. Non, au contraire. Le guide présente ça comme une opportunité. Moderniser, être plus efficace, oui, mais aussi réfléchir ensemble à ce que ça veut dire servir le public aujourd'hui avec ces nouveaux outils. Et pour nous laisser sur une réflexion justement, cette fameuse variante de la règle 10, ce droit de retrait face à l'IA pour raison de conviction, comment est-ce qu'on peut concilier ça, ce respect des convictions individuelles, avec l'objectif collectif d'efficacité, de modernisation que l'IA est censée apporter? C'est une excellente question. Ça pose une tension intéressante. Quelle discussion ça peut ouvrir dans les équipes, avec les partenaires sociaux? Comment on gère ça concrètement? Voilà une question qui méritera sans doute d'être creusée à l'avenir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.